Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Eh bien, nous pénétrons à l'intérieur de cette magnifique forge que vous connaissez puisque nous avions déjà fait un petit reportage. Et à l'intérieur de cette forge, on va retrouver trois personnages qui sont vraiment des amoureux du fer. Hein. D'abord Jean-Paul Pourrade, qui lui est un amoureux de l'Aubrac avant tout. Alors vous n'allez pas le reconnaître parce qu'il a perdu au moins 300 kilos. Et par contre Jean-Paul, d'abord, on va te faire dire bonjour, comment vas-tu? Ça va, surtout quand on pénètre dans cette forge qui est l'antre d'Héphaïstos. Il faut savoir quand même que Héphaïstos, c'est la mythologie grecque, fils de Zeus et de la déesse Héra, et de Vulcain dans la mythologie romaine, qui avait installé ces forges au cœur même du volcan Etna. Et cette forge, elle nous ramène un peu à nos racines d'enfance. Les forgerons, je dirais que c'est les générations 45-46 qui ont connu les derniers dans leur village. Et aujourd'hui, eh bien, on renoue avec la tradition qui rejoint la modernité pour nous permettre de faire revivre dans le futur, bien sûr, ces savoir-faire que l'on souhaite, dont on souhaite une transmission à nos enfants pour que, bien sûr, nos terroirs continuent à vivre et non pas à tomber dans l'enfer de l'humanité qui se modernise beaucoup trop vite et qui oublie toutes les traditions populaires. Voilà, merci Jean-Paul. Chez qui sommes-nous donc? Alors nous sommes là chez Pierre Allanche qui va vous présenter la forge de ses ancêtres et qui aujourd'hui, bien qu'étant lui-même savait forger, mais il est devenu ingénieur dans des entreprises qui montent aujourd'hui des armoires qui donnent des instructions aux forges modernes, mais il va vous parler de la forge de ses ancêtres qu'il a su remettre en valeur et qui aujourd'hui nous accueille. Pierre Allanche, donc, eh bien, merci de nous accueillir chez vous. Alors cette forge, elle date de quand? Cette forge, elle est née au tout début du siècle dernier, autour de 1900. Elle a été créée par mon grand-père, qui je pense était avant agriculteur, et il a développé l'activité de forge qui, à l'époque, ne suffisait pas à nourrir une famille, ce qui fait qu'il était également ouvrier agricole dans les périodes de temps mort de l'activité de forge. Tous ces outils qu'on voit là, c'était ces outils à lui? C'était, alors, pas tous, puisque quand il a commencé, l'outillage de forge était extrêmement réduit. Il y avait l'enclume, le marteau, le feu, et c'est pratiquement le seul outillage qui était nécessaire, avec bien entendu le râtelier de pince de tout type pour forger, pour l'activité de forgeron, qui à l'époque était essentiellement axée sur la création et l'entretien d'outils relativement simples pour tous les métiers, hein. Donc les outils pour l'agriculteur, qui était le point essentiel de l'activité du forgeron, mais également pour les tailleurs de pierre, pour les couvreurs. Donc il y avait beaucoup d'outillage. La deuxième activité, c'était le ferrage des attelages, donc attelage bœufs, vaches, parce que dans les petites fermes, même les vaches étaient attelées, et les chevaux, bien entendu. Donc voilà le premier activité, l'essentiel de l'activité des forgerons de l'époque. Et également commencer le ferrage des roues, hein, puisque pour que les roues soient dures, il fallait mettre un cercle de fer autour du bois de la roue, les roues étant réalisées par le charron. Le forgeron assurait le ferrage des roues. Voilà donc l'activité principale de mon grand-père. D'accord. Alors nous avons parmi nous notre ami Michel Chambon qui est connu, oui, il exporte. Et aujourd'hui, il a rendu visite à notre ami Pierre Allanche pour montrer son savoir-faire, et un savoir-faire qu'il transmet d'ailleurs aujourd'hui à des jeunes couteliers, mais aussi, je dirais, à des gens qui veulent savoir ce qu'est la forge
et comment on fabrique un couteau. Donc Michel va vous montrer son savoir-faire à travers la réalisation d'un certain nombre d'outils qu'il fabrique et surtout de couteaux, puisque sa profession, c'est coutelier. Mais n'oublions pas que Michel a fait un stage à Nogent, et même en Lozère avec le fameux forgeron lozérien des grottes de Pont-de-Montvert, je crois, qui lui a appris à tenir, bien entendu, le marteau du forgeron. Alors je te laisse avec Michel. Donc là tu y vas, vas-y. À partir d'un bout de fer plat, donc je vais forger une lame de poignard. Donc là je suis en train de le chauffer à la forge et dès qu'il va être à température, je vais le taper. Tu avais appris, toi, à forger? Alors j'ai commencé par être coutelier en 84, donc j'ai été faire un stage en Nogent-en-Bassigny chez un artisan. Je suis resté un an chez lui, puis ensuite on a créé une entreprise qui s'appelait Le Couteau de l'Aïeul en 85. Et quelques années plus tard, j'étais dans la Drôme chez un Arménien qui s'appelait Christian Avakian pour apprendre à forger et surtout à faire du damas. Et donc j'ai passé quelques mois chez lui, j'ai appris à forger. D'accord. Après j'ai connu Yves Pellecuer aussi et d'autres forgerons chez qui j'ai été faire des stages. Voilà, Yves Pellecuer, c'était le Lozérien dont on parlait. Oui, qui est à la Vialas, au-dessus du pont de Montvert, qui est un des premiers forgerons à avoir fait du damas en France. Lui, il avait appris ça au Canada. Bon, alors explique-nous alors ce que tu vas faire au fur et à mesure. Alors, je suis en train de chauffer donc un bout de fer plat et je vais le transformer en poignard. Donc, alors, je vais le chauffer. Donc là, je mets un peu d'eau là pour faire une voûte, une croûte là, pour concentrer la chaleur. Donc, là, on a un soufflet électrique là, non? Donc je ressors mon bout de fer, je vais le taper. Là, je suis en train de faire la pointe du couteau. Donc là, je vais attaquer le ricasso. C'est la partie où je vais sortir la bosse ici pour amincir le tranchant. Là, je redresse. Là, il faut que je réchauffe, il a refroidi. Voilà, on réchauffe le métal, parce qu'il ne faut jamais taper le métal à froid. D'accord. Et ça fait quoi? Ben, ça fait des micro-fissures, et puis après ça se casse en deux. Ah, d'accord. Donc toujours le taper bien chaud, mais pas fondant, il faut faire attention. Il faut faire attention, surtout avec des forges à charbon, comme ça, parce que ça a vite fait de forme, on monte très vite en température. Voilà. Voilà, je redresse. Combien de temps là pour faire une lame comme ça? Là, pour faire une lame comme ça, il faut passer, disons, une grosseur. Alors donc là, j'ai des lames qui sont déjà un peu forgées. Donc voilà. Ça, c'est une pieuvre de râteleuse. Ouais.
Voilà. Comment tu choisis ton fer pour faire une lame? Alors je prends du fer avec beaucoup de carbone. Donc souvent je travaille avec de l'XC75, donc où il y a 0,75% de carbone, ce qui est déjà pas mal parce qu'après, quand on met trop de carbone dans le fer, on fragilise le tranchant. Donc il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus. Entre 0,75 et 1%, ça va, mais il ne faut pas dépasser. Pierre, vous qui venez à côté de nous là, venez. Vous allez nous en parler un peu vous aussi. Comment? Qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'il fait là? Eh ben, je découvre le travail de coutelier parce que les couteliers sont des forgerons un peu particuliers. Ah oui. Ouais. Et c'est une technique qui n'était pas connue des forgerons traditionnels. Eux travaillaient le geste de base est le même. Hein. Il faut, quand vous voulez faire affûter une pioche ou créer vous êtes obligé de partir du même matériau, de l'acier, et il faut faire la mise en forme. Donc voilà un peu la similitude et les différences. Comment on fait un fer à cheval, pareil? Ben, le fer à cheval également, mais là c'était... Le fer à cheval, quand je l'ai connu, c'était le forgeron disposait d'ébauches qui étaient déjà préparées industriellement, et il ne faisait que l'ajustage au pied du cheval, la mise en, disons l'ajustage à la bonne dimension. Parce qu'il faut effectivement que, si on veut avoir un bon ferrage du cheval, avoir un fer qui est parfaitement ajusté au sabot. Et donc c'était le travail de finition que faisait le forgeron avant de le poser sur le pied du cheval. Et Michel, toi, tu as eu une forge, on l'a vu, hein, on est venu chez toi, on a vu ta forge. Voilà. Toi, tu ne travailles pas avec du charbon. Alors, non, moi je travaille avec une forge à gaz parce que bon, c'est beaucoup plus simple. La forge à charbon, il faut vraiment y être tout le temps et maîtriser, parce que si on laisse trop longtemps le lopin de fer dans le feu, ça fond quoi. Hein. Donc avec la forge à propane, ça régule tout le temps. Donc on peut le laisser 1 heure, 2 heures, ça ne crée pas quoi. D'accord. Alors quand tu fais un couteau laïole, oui. Tu en fais souvent toi de la forge de la lame ou... Alors je fais quelques pièces qui sortent un peu de l'ordinaire, de temps en temps des brutes de forge ou autres, mais sinon la plupart du temps j'achète des lames chez Laïol Synergie à Espalion qui sont découpées au jet d'eau. Donc c'est souvent des inox suédois qui n'ont pas besoin d'être forgés. C'est des inox qui sont laminés à chaud, et donc la forge ne sert à rien pour ces aciers là. D'accord. Et sinon pour les lames de couteaux de Laïol classique qui se fait un peu partout, c'est soit de la forge industrielle, donc avec une presse, ou sinon c'est souvent découpé au laser aussi. Hein. Ça sera un couteau. Alors, une fois que tu l'as dégrossi comme ça là, qu'est-ce que tu vas y faire après à la lame? Alors la lame, je vais faire les moutures et laisser le brut de forge ici, faire les moutures que je repolirai. Donc ça fera une nuance, un contraste entre le brut de forge et puis le brillant du polissage. On va le voir sur tes couteaux, je crois. Voilà. Ouais. Donc là, je fais une plate semelle, c'est-à-dire que là je vais mettre 2 plaquettes de chaque côté qui feront le manche, et voilà, mon couteau il aura cette forme là. Après la finition du manche, ça se fait avec le slick que tu as là-bas. Oui, je travaille sur un backstand pour la finition. Mais dans le temps, il faisait comment?
Dans le temps, ils travaillaient à la main, beaucoup à la lime. Ah ouais, Ils n'avaient pas tellement de matériel pour finir, quoi. Alors, est-ce que tu peux nous en parler, voilà, de refroidir la pièce pour que ça tienne? Parce que je sais que pour les poinçons, peut-être vous savez, vous, non, Pierre, on va demander à Pierre un petit peu ce que... Quand on faisait des poinçons dans le temps, je me rappelle, mon grand-père était tailleur de pierre. Oui. Je l'ai eu aidé à forger donc, la pointe des poinçons, et il tampait ça dans un seau. Il y avait une technique, non? Mais disons qu'une fois qu'on avait fait la mise en forme du poinçon, il fallait le tremper. Oui, voilà, le trempage. Et il fallait trouver le bon équilibre entre la trempe, qui est le refroidissement brutal du fer, de l'acier rougi, et ensuite il fallait faire un revenu de façon à ce que le poinçon ne soit pas cassant. Ouais, voilà, donc c'était toute une astuce, un savoir-faire. Alors, on lit souvent de la littérature aussi belle que de la poésie sur l'association qu'il y a entre la température et la couleur du fer, mais c'était vraiment très difficile. Et je pense que c'était plus l'habitude, la durée de refroidissement, le bruit que faisait l'eau l'acier dans l'eau. Et c'était effectivement, il y avait des bons forgerons et des mauvais. D'accord. Et pour les lames de couteau, c'est pareil pour le refroidissement? Pour le refroidissement, on utilise de l'huile de colza, donc pour tremper la lame. Et puis ensuite, je fais chauffer, une fois que je l'ai trempé, je fais chauffer mon métal dans un four donc à 240 degrés pendant 1 heure pour détendre les fibres. Ça s'appelle le revenu. D'accord. Là, je vais terminer ma plate semelle et puis ensuite il faudra que je le travaille au backstand. Bon. Tranché. Et voilà. Voilà, il faut que je trouve une pince. J'ai oublié d'amener les miennes. Alors là, je pense que tu as ce qu'il faut. Là aussi, le choix des outils, Pierre, oui. Parce que je vois il y a beaucoup de pinces, donc, comme vous l'avez expliqué, oui. Mais le choix des pinces, là, c'était comment N'ayez pas peur du micro. Oui, j'ai pas peur du micro. Non, le choix de la pince, c'était en fonction de la forme de la pièce. Et donc, il y avait une variété de mâchoires de pince considérable, adaptées à tous les usages et toutes les formes de travaux que faisait le forgeron. D'accord. Il y en avait de très particulières. Et là, tu fais chauffer pourquoi Là, c'est pour finir l'arrière du manche, plate semelle. Sinon, je retoucherai la lame au backstand après pour faire finir les moutures. Terminer le couteau. Lorsqu'ils faisaient un fer à cheval, là, ils y mettaient combien pour faire à peu près, vous savez, vous vous rappelez?
pour en faire un cheval. Ouais. Mais comme mon père partait d'une ébauche, c'était, je sais pas, un quart d'heure. Ah ouais, c'était vite fait. Mais c'était très rapide, il y avait une chauffe. Donc voilà. Là, je le terminerai après au bac 100. D'accord. C'est-à-dire C'est-à-dire, c'est une bande abrasive qui tourne entre deux poulies. Ah oui, tu le Donc fais chez toi, là. je finis la forme du couteau. D'accord. Voilà. Donc je finirai les moutures là, ici. Ouais, ouais. Est-ce que tu peux nous montrer des couteaux déjà finis, comme Oui. ça que tu as fait? Oui, oui. Voilà, mais là, toujours sur la forge, là, ça serait bien. Je vais Tu vous peux les montrer. attraper. Alors Michel, tu nous as ramené une petite collection de couteaux, donc avec des manches comme ça, fait brut de forge, comme on dit. Hein. Alors voilà, des manches brutes de forge, voilà un poignard, donc avec une corne d'antilope. Donc c'est un brut de forge, donc sur lequel j'ai fait un petit dessin à la lime, là, un guillochage. Donc ça c'est du mammouth, ici, de la croûte de mammouth, devant et derrière. Ça c'est de l'antilope. Fais voir un peu le brut de forge. Voilà, j'aimerais voir la lame de près un peu. Attends, bouge pas, hein. Tu bouges pas, bouge pas là. Hop là. Attends. Voilà, merci. Voilà notre poignard brut de forge. On regarde bien la lame, c'est surtout la lame qui... Vas-y, tourne-le légèrement, là. Voilà, donc tu laisses une partie quand même sur le haut. Je laisse une partie brute de forge. Je fais souvent un petit guillochage ici. Donc je fais à la lime. Ça c'est un manche en olivier, donc une garde en laiton. Magnifique joli manche. Oui. Voilà notre petit brut de forge, donc avec une corne d'aubrac et donc une petite lame brute de forge. Ici c'est un couteau que j'ai fait avec le câble du télésiège de l'aïeul. Alors attends, on va le regarder de près. Je sais pas s'il arrive. Tourne-le un peu vers la lumière. Là. Non, là. Tourne-le encore un peu parce qu'on ne voit pas les dessins. Là. Voilà. À peine, hein. Bouge pas. Hein. Donc c'est fait. C'est fait avec le câble du télésiège de l'aïeul, à l'époque où ils se sont crus dans les Alpes. D'accord. Depuis, ils l'ont revendu le télésiège. Mais toi, tu as gardé le câble. Moi, j'ai gardé le câble. Voilà. Alors là, après, quelques couteaux que j'ai fait. Donc celui-ci que j'ai forgé, donc c'est un damas. Je ne sais pas si vous voyez là. Un damas torsadé. Ouais. Ah, en fait, il paraît que lorsque on fait, par exemple, une damas, on peut faire le dessin qu'on veut. Alors, quand on maîtrise bien la technique, on arrive à faire plus ou moins bien les dessins, mais on fait peut-être pas tout à fait ce qu'on veut, mais on arrive à faire des dessins en le torsadant, on peut faire des inclusions, on peut faire plein de choses. Hein. Voilà. Voilà d'autres damas de ma fabrication. Donc ça, c'est une molaire de mammouth qui a été teintée dans la masse et une lame en damas, donc. Alors ça, c'est un damas que j'ai forgé, on peut dire c'est un damas sauvage. Je n'ai pas maîtrisé ce que je faisais, voilà le dessin que ça a donné. Combien il faut pour faire une damas, une lame en damas? Alors pour faire un lopin comme ça, à la forge traditionnelle à la main, on peut passer une journée. Ah ouais. Voilà. En voilà un autre ici, qui est différent. Voilà, pareil, du mammouth aussi qui est teinté dans la masse. Donc là, vous avez un bleu, là, vous avez un marron. On est obligé de les résiner, de les teinter pour que ça arrive à tenir parce que les mammouths, ils sont pas nés d'hier et donc ça a tendance à partir en copeaux. D'accord. Voilà ici un brut de forge que j'ai fait avec une lame en facochère. Donc c'est les défenses des sangliers africains. Voilà. Après, je vous présente mon soulage. Donc, j'ai voulu faire le S de Soulage, du village de Soulage. Voilà le couteau. Donc, celui-ci est en olivier. Il est pliant. J'en ai un autre ici en if, qui vient de la Lozère. Oh. Voilà. Là, c'est le dernier couteau que je viens de faire, qui s'appelle l'Oumazuk. Alors, c'est pour l'anniversaire des 400 ans des Burons de l'Aubrac.
Donc le premier buron qui avait été fait il y a 400 ans, donc j'ai mis les dates ici, dans 1624-2024. Et on l'appelait Loumazuc parce que à la place de la mouche ici, on a fait au laser, on a dessiné un mazuc avec un petit guillochage, comme faisaient les anciens dans le temps. Un peu vers la lumière, là. Ils faisaient un guillochage. Vers la lumière, le couteau. Le couteau, là-bas, et derrière moi, la lumière. Hein. Les anciens faisaient un guillochage sur un tiers du couteau. Bon, c'était peut-être pour l'esthétique, peut-être aussi qu'ils étaient un peu feignants, qu'ils ne voulaient pas le guillocher entièrement. Enfin, en tout cas, le résultat est pas mal, avec un guillochage de un tiers. Ça c'était la forme des premiers layoles. Alors, la forme des premiers layoles, oui, c'était... au niveau de la lame, oui, c'était des layoles droits. Après, le manche, il est complètement différent. Là, on a voulu créer un nouveau modèle, donc le manche est différent. D'accord. C'est bon. On a fait le tour des couteaux. Enfin, bouge pas, je fais un dernier... Alors si par exemple on a envie de te faire un couteau, que ce soit un soulage, que ce soit un beau couteau brut de forge, ou que ce soit un damas, comment on fait? Alors on peut me contacter donc sur mon site. J'ai un site internet, c'est michel.chambon3@orange.orange. Sinon on peut me téléphoner, donc direct chez moi au 05 65 48 45 38. Ou bien passer directement à l'atelier, me voir, c'est encore la meilleure solution. Comme ça, on peut discuter, voir ce que le client y veut. À Soulage Bonneval. Oui. Merci Michel. De rien. Comme d'habitude, toujours bon. Eh bien, moi, je voudrais que vous me parliez de votre savoir-faire à vous, parce que c'est bien beau de parler toujours de celui des autres, mais vous avez un sacré savoir-faire quand on voit ces sculptures qu'on a là devant nous. Alors, expliquez-nous, comment vous faites ça? Ah ben, j'utilise les techniques de forge. Ouais. En fait... vous les faites ici, dans cette forge? Oui. C'est plus des amusements et chacune... Je suis vraiment pas... c'est pas mon métier, et c'est même pas mon loisir. Mais chaque fois que j'ai eu une petite semaine de libre, j'ai essayé de faire un objet. Et par exemple... Ce cheval, je l'ai fait quand j'ai terminé mes études d'ingénieur, avant d'aller reprendre le travail. C'est très vieux. Voilà. Bon, donc celui-ci est forgé dans la masse. Le plus dur, c'est de trouver le dessin. Et ensuite, et moi je ne suis pas un bon dessinateur. Et après, comme je dis souvent, il faut négocier le dessin avec le marteau et le faire, parce qu'on n'arrive jamais à reproduire exactement un dessin. Bon, donc voilà ce que j'ai fait là, et puis avec le recul, bon, je le trouve pas trop moche. Ah, mais même très beau. Et celui-là, alors là... Alors le deuxième, celui-là, c'est quand j'ai pris la retraite. Ah mais ils ont carrément... ça marquait toute une carrière entre eux. Ouais. Et là, c'est complètement différent. Parce qu'en définitive, c'est de la tôle, c'est du formage de la tôle, que j'avais fait d'ailleurs sur une esquisse qui me permettait d'avoir un peu l'allure du cheval, parce que le plus difficile, c'est d'arriver à une allure assez élégante. Et moi, je suis pas... là, il est vraiment... Comme je disais, je suis pas un grand dessinateur. Bah, quand même, voilà. Et donc, il y a pas mal de travail de forge pour obtenir les formes, etc. J'aperçois deux coques après. Alors ça, c'est complètement différent. Ça, c'était un peu plus tôt. J'étais, pendant les vacances, j'étais encore étudiant. Et j'avais vu ça sur un journal. J'avais vu le dessin. Donc là, le dessin n'est pas du tout de moi. Et en définitive, une fois qu'on a un beau dessin, par pliage de la tôle, il n'y a pas de travail de forge véritablement. Je dis, il y a du fer forgé et du fer tordu. Ça, c'est plus du fer tordu que du fer forgé. D'accord. Voilà.
Ben, merci Pierre de toute façon de votre savoir-faire, de nous le présenter. Là, hein. C'est vraiment des chefs-d'œuvre, moi je dis, carrément. Hein. En plus, ils sont sur un meuble qui a une histoire, je crois. Non alors, on redit l'histoire du meuble. Le meuble, c'était le. Donc, mon père était forgeron et ma mère était quincaillère. Ah. Et à l'époque, la vente en vrac était la seule qui se pratiquait. Donc, il reste encore, je pense, des clous, vous voyez. On venait, on achetait 100 grammes de clous quand on avait quelque chose à faire. Et donc, c'était le. Il y a même la balance. Et il y a la balance, ouais. D'accord. Voilà, on ne va pas représenter la forge, parce que la forge, on la connaît, hein, on l'a déjà fait une fois. De toute façon, on va mettre des images quand même pour vous présenter, on ne va pas vous représenter de nouveau tout le matériel. Je crois que vous aviez une anecdote que je vous ai écoutée tout à l'heure quand je filmais. Là, vous étiez de raconter une anecdote à nos amis, là, à Jean-Paul et à Michel, non? L'anecdote sur les tenailles. Oui, les tenailles, voilà. Ah, les tenailles, oui. Oui, ben j'ai écrit un petit bouquin où j'ai essayé de raconter l'histoire de la forge et présenter les outils. Et pour tous les outils, j'ai essayé d'avoir une anecdote. Et sur les tenailles, j'avais rien trouvé de très intéressant. Et en cherchant bien sur Internet, on arrive toujours à trouver quelque chose. Et j'ai trouvé que dans la Torah, le livre sacré de la religion juive, Dieu, une fois qu'il a fait la création du monde, la veille du sabbat, il avait fini son boulot et il fait un cadeau aux hommes. Et le dernier cadeau qu'il a fait aux hommes, c'est une paire de tenailles pour faire des tenailles. C'est-à-dire qu'il passait le relais de la création divine à la civilisation humaine, où là, c'est l'homme qui a la charge de créer notre environnement. Voilà. Et je trouve que c'est une très très belle histoire pour les tenailles. Merci. Merci Pierre, merci donc Michel, merci à Jean-Paul également. Eh bien, c'est sur ces quelques mots, sur cette histoire qu'on va se quitter. Et puis, n'oubliez pas, si vous voulez des couteaux, il faut y aller. Ah, juste votre livre, alors, comment on peut l'avoir? Comment on peut se le procurer? Vous l'avez là, non? Oui. En fait, voilà. Voilà, vous nous les présentez quand même, parce que partir sans présenter le livre non plus... Donc, Forgeron en campagne. Forgeron en campagne, qui est sur Internet et dans les librairies du coin, à l'Aïeul, à Sainte-Geneviève, et à l'épicerie du Barlac. Ouais, d'accord. Et il y en a un autre que j'avais fait sur le ferrage des roues. Parce qu'en définitive, le ferrage des roues, il y a un savoir-faire assez complexe, et il n'y a aucun bouquin dédié spécifiquement au ferrage des roues. Le dernier qui était écrit sur le ferrage des roues datait de 1870. Alors je me suis dit, je vais en faire un, puisque j'avais fait une fois une séance de ferrage des roues, j'avais dû chercher pas mal pour retrouver tous les secrets de l'opération, et j'ai fait ça. Et donc, mais ça tenait en 30 pages. Donc l'éditeur m'a dit 30 pages, ça fait pas un livre. Alors après, j'ai raconté quelques petites histoires sur l'évolution de la mobilité, puisque c'est la mode maintenant. Et pour venir visiter la forge, si on a envie de venir quand vous êtes en vacances, on me passe un coup de fil. Voilà, on passe un coup de fil, on vient eu par là, et on vient dans le coin, parce qu'il y a énormément, il y a le musée de Cantoin à visiter, il y a des choses à voir. Il y a pas mal de choses à faire ici dans le secteur. Merci à tous, et c'est sur ces images donc qu'on va se quitter. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.